Week-end de départ et de retour de vacances, finalement la circulation sur les routes a été moins chaotique que prévu. Après l'attentat dans le RER, les enquêteurs semblent privilégier de plus en plus la piste d'extrémistes du GIA algérien. À Bordeaux, l'auteur d'une fausse alerte, condamné à 1 an de prison ferme. À Redon, le meurtrier présumé de la petite Karine a été mis en examen et écroué. En Bosnie, situation militaire de plus en plus confuse avec l'entrée en guerre de troupes croates autour de l'enclave musulmane de Bihac. Madame, Monsieur, bonsoir. Avec un bond de 8,96 m, le Cubain Ivan Pedroso est entré dans la légende de l'athlétisme hier soir à Sestriere, en Italie, en effaçant d'1 petit centimètre le record mythique de l'Américain Mike Powell. Un saut d'une formidable pureté, à la limite, disent les spécialistes de la plasticine du sautoir. Commentaire de notre spécialiste de la plasticine, Yann Lavoie. Le brouillard qui avait drapé le stade a donné une dimension presque surnaturelle à ce nouveau record du monde. Pedroso fend ce voile blanchâtre à très vive allure, puis il s'envole et retombe à la limite de la plasticine du sautoir. La planche est parfaite, mais le temps pour mesurer ce saut semble durer une éternité. 8,96 m, Ivan Pedroso, 23 ans, vient d'améliorer d'1 centimètre le record du monde de Mike Powell. Le Cubain a su bénéficier des conditions alpines. Sestriere est à 2035 mètres d'altitude. Il y a 4 ans, Powell avait sauté au niveau de la mer à Tokyo. Il battait ce jour-là le mythique record de Beamon, resté lui recordman du monde durant 23 ans, avec ce bond à 8,90 m lors des Jeux de Mexico. Beamon, Pedroso, il y a comme une ressemblance entre ces deux-là. Leur succès repose sur le travail. Mes victoires, je les dois à mon entraîneur. Cette année, on a vraiment très bien travaillé ensemble. On a essayé différentes techniques, la force, la résistance, et je crois que je m'en suis bien sorti. L'école de saut cubaine est l'une des meilleures du monde. Pedroso s'entraîne ici avec Sotomayor, recordman du saut en hauteur, et quelques autres grands athlètes. C'est là que Pedroso a mûri avant de venir battre régulièrement cette année sur les pistes européennes le roi Powell. Il le retrouvera dans une semaine à Göteborg au championnat du monde. Le titre, voilà son objectif principal. Ensuite, il aimerait passer son permis de conduire pour pouvoir s'amuser avec la Ferrari Spider 355 qui lui a été offerte hier en récompense de son record. Cet athlète cubain, avec sa Ferrari, aurait pu jouer à saut de bouchon aujourd'hui sur les autoroutes françaises. En fait, le samedi noir prédit par Bison Futé a été moins catastrophique que prévu. À force de s'entendre dire que la circulation serait impossible, beaucoup d'automobilistes ont apparemment évité de rouler aujourd'hui. Il y a tout de même eu de sérieux ralentissements avec les traditionnels bouchons lyonnais. Reportage Didier Guyot et Jean-Claude Martin. Difficile ce matin d'échapper aux bouchons qui engorgeaient la vallée du Rhône. Il aura fallu s'armer de patience pour affronter les ralentissements de Lyon, Valence, Tain-l'Hermitage ou Bolène. Bison Futé avait prévenu les vacanciers, leur route serait semée d'embûches. Mais malgré cette intense chasse et croisée, ce ne fut pas pour autant la journée apocalyptique tant redoutée. À l'exception de quelques points noirs, le grand embouteillage n'a pas eu lieu pour le plus grand plaisir des automobilistes. Je trouve que ça a mieux roulé que l'année dernière par exemple. Sauf qu'il y a eu des petits bouchons comme ça, des petits ralentissements, mais en principe c'est sympa. Hein. On n'a plus les embouteillages qu'on a eu il y a quelques années. Hein. Enfin, à notre humble avis, peut-être certains ont rencontré des bouchons, mais nous pas. On en a eu des embouteillages quand même, mais enfin ça va, ça se passe bien. Puis il y a les relais quand même, donc on peut marcher, puis pour les enfants c'est impeccable. Ils suivent les conseils de la radio, la télévision, ne partez pas ce jour-là, ça va être terrible. Et puis il n'y a personne sur les routes, parce que nous on dit, bon, c'est un jour noir, on y va, et il n'y a personne. Les campagnes de prévention, les appels à la vigilance auraient donc été entendus par des vacanciers devenus plus raisonnables qui ne se lancent plus tous ensemble à l'assaut de la Côte d'Azur. L'expérience marque quand même, parce que si on se fait prendre 2 ou 3 fois dans des bouchons par grosse chaleur, on évite de s'y retrouver. Les usagers de la route roulent plus de nuit, écoutent davantage les conseils et étalent leur déplacement sur plusieurs jours, ce qui fait que la demande est étalée et que l'on a des bouchons qui n'évoluent guère d'une année sur l'autre. Les interminables bouchons semblent avoir disparu, mais vous ne serez pas seul pour autant sur l'autoroute. Jusqu'à mardi, la circulation s'annonce très chargée dans la vallée du Rhône. À Redon, le meurtrier présumé de la petite Karine, 11 ans, violée et assassinée il y a une semaine, a été mis en examen et écroué. Il s'agit d'un homme de 32 ans dont l'identité n'a pas été révélée et qui aurait déjà été condamné pour viol en 87. Sur place pour France 2, Jérôme Laurent. 15h40, cet après-midi, Michel Bazarevski est présenté au parquet du tribunal de grande instance de Rennes. Il est le meurtrier présumé de la petite Karine. L'homme est passé hier soir aux aveux complets à la gendarmerie de Redon. Cet après-midi, devant le substitut du procureur, il avouera une nouvelle fois le viol et le meurtre de Karine. Une pulsion, dira-t-il. Effectivement, un homme de 32 ans a été arrêté. Cet homme habite Redon. Il a passé des aveux devant la gendarmerie. C'est quelqu'un qui avait déjà un passé? C'est quelqu'un qui avait déjà un passé pour avoir déjà été condamné pour des faits similaires
en 1987. Est-ce qu'il connaissait la petite Karine? Est-ce qu'il était proche de la famille? Non. Marié et père de 3 enfants, l'homme a été interpellé hier à son domicile. Il a craqué dans la nuit et a fini par conduire les enquêteurs sur le lieu où il avait enterré les affaires de la petite Karine. La fillette avait été retrouvée samedi dernier à quelques centaines de mètres de son domicile. L'annonce de son assassinat avait provoqué une vive émotion à Redon, notamment lors de ses obsèques où une grande partie de la population s'était déplacée. Mis en examen pour meurtre aggravé et viol sur mineur de moins de 15 ans, Michel Bazarevski a été placé ce soir sous mandat de dépôt criminel. Vous l'avez entendu, l'identité de cet homme a donc été rendue publique. À Thonon-les-Bains, un policier a été tué et un autre grièvement blessé lors d'un hold-up dans une agence du Crédit Agricole. Les 3 malfaiteurs ont réussi à prendre la fuite. Marie Burgot. C'était une agence de crédit agricole plutôt tranquille, installée à la périphérie de Thonon-les-Bains. Et c'est sans doute pour cela que les 3 malfaiteurs l'avaient choisi pour cible. Il est 9 h ce matin lorsqu'ils tentent leur hold-up. 2 d'entre eux entrent dans la banque, le 3e reste à l'extérieur pour couvrir ses complices en cas de problème. Et les ennuis surgissent avec l'arrivée d'une brigade de 5 policiers prévenus par un témoin. La banque est encerclée et la fusillade éclate au moment où les 2 hommes tentent de quitter l'agence. Un policier âgé de 40 ans est tué sur le coup, 2 autres sont grièvement blessés. Les 3 malfaiteurs prennent la fuite à bord d'une R21 blanche et cette voiture est bien la seule chose que les policiers aient retrouvée à cette heure. Les 3 hommes sont toujours en fuite sans leur butin puisqu'ils n'ont pas eu le temps d'emporter le sac de billets qu'ils s'étaient fait remettre. Après l'attentat dans le RER mardi, la 7e victime a été identifiée. Il s'agit d'un adolescent de 16 ans dont la famille avait signalé la disparition mercredi. 23 victimes sont toujours hospitalisées, dont 3 en réanimation. La police semble convaincue que cet attentat est lié à la guerre civile algérienne. Pour l'instant, les experts de la police scientifique continuent d'analyser minutieusement les restes de l'explosif. Précision Michel Fine. Les enquêteurs examinent avec attention une revendication reçue jeudi soir au standard de RTL. L'appel était celui d'un homme à l'accent arabe qui disait parler au nom d'un soi-disant commandement central du GIA. L'attentat du RER Saint-Michel, expliquait l'interlocuteur anonyme, aurait été exécuté par des combattants résidant en Europe. Et l'homme concluait en disant qu'il y aurait dans les semaines prochaines d'autres actions en France et contre les intérêts de la France en Europe. Cette revendication est actuellement celle que les enquêteurs prennent le plus au sérieux, à 2 réserves près. D'abord, le commandement central du GIA n'existe pas. Ensuite, le texte de la revendication ne mentionne aucun détail de l'attentat qui permettrait aux enquêteurs de l'identifier. La publication hier à Stockholm du bulletin islamiste El Ansar, qui mentionne l'attentat, intéresse également beaucoup les policiers, mais il ne s'agit pas d'une revendication. De tels attentats ne sont jamais revendiqués. Ou alors, quand il y a une revendication, elle n'est pas destinée à éclairer l'acte, mais au contraire à compliquer la tâche des enquêteurs. Alors, les spécialistes de la lutte antiterroriste travaillent sur des hypothèses. Ils n'oublient pas qu'après le détournement de l'Airbus d'Alger, le GIA avait juré de venger la mort de son commando. À Paris, 2 nouvelles alertes à la bombe ont entraîné cet après-midi l'évacuation du BHV et de la pyramide du Louvre. Jeudi, plus de 40 alertes avaient été enregistrées et hier, la Bourse de Paris avait dû être évacuée. Jeu stupide et risqué. À Bordeaux, l'un de ces mauvais plaisants a été condamné à 1 an de prison ferme. Commentaire Claude Sampère. Encadré par les gendarmes, il préfère cacher son visage. Patrick Franck vient d'être condamné à 1 an de prison ferme pour plusieurs fausses alertes à la bombe. Mercredi, cet homme de 36 ans, chômeur, appelle à plusieurs reprises le commissariat de Bordeaux, signalant la présence d'un engin explosif à la gare. Les policiers s'aperçoivent très vite qu'il s'agit d'appels fantaisistes. L'homme est localisé, arrêté et traduit devant la justice. Le procureur demande la peine maximale, 2 ans ferme. L'avocate de la défense conteste cette sévérité. Ce qu'on reproche à M. Franck, ce n'est pas la fausse alerte qu'il a fait, c'est l'intégralité des fausses alertes qui ont été commises en France ces derniers temps et aussi l'angoisse et la psychose des attentats. On reproche à M. Franck plus qu'il n'a commis. On veut faire un exemple sur M. Franck et je trouve ça regrettable dans notre droit français. Les juges ne suivront pas l'avis de cette avocate, 1 an ferme, un jugement pour l'exemple. Aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des commissariats et des casernes de pompiers sont équipés d'un système de détection de la provenance des appels.
excédés par les fausses alertes et pour améliorer l'efficacité des secours, les pompiers de Paris sont très heureux d'avoir mis en place ce dispositif. Ce système est mis en place depuis le mois d'avril 1994. Il a pour but de mieux secourir la population, mais aussi de lutter contre ce phénomène des fausses alertes. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui c'est très efficace puisqu'elles ont baissé de manière très importante. Les pompiers de Paris traitent en moyenne 3000 appels par jour. Ils n'ont pas de temps à perdre avec des appels de plaisantins. Fondée par l'abbé Pierre, la communauté d'Emmaüs est actuellement troublée par une sombre affaire d'abus de biens sociaux. Le parquet de Nice a en effet ouvert hier une information à l'encontre du responsable de cette association pour la Côte d'Azur, accusé de s'être fait octroyer indûment un prêt d'1 400 000 francs. Reportage Alban Mikosi, Éric Giorgio. Des gendarmes dans l'enceinte d'Emmaüs Côte d'Azur pour y rétablir un semblant de sérénité. Voilà une situation à laquelle l'association n'était certes pas habituée. Le parquet de Nice soupçonne un responsable local d'avoir bénéficié indûment d'un prêt d'1 400 000 francs réservé en principe aux plus démunis. L'ambiance était donc tendue lorsque le président d'Emmaüs France est venu demander des comptes. Ça met en difficulté un petit peu la communauté. Nous, on est là pour donner un coup de balai. Non pas des compagnons, c'est pour remettre de l'ordre dans une association. Emmaüs de Nice, c'est tout. Menacée d'être placée en cessation de paiement, la cellule niçoise semble pourtant bien active. Dans les hangars de Saint-André, des piles de matelas en excellent état, des monceaux de vêtements vendus à des prix très accessibles et une réserve importante de mobilier. Bien sûr, ce ne sont pas les activités des compagnons qui sont en cause, mais Emmaüs France a pris sa décision, fermer provisoirement pour 2 ou 3 mois la filiale niçoise. Il y a une suspension provisoire de l'activité qui a été décidée et nous avons engagé des procédures et nous engagerons toutes les procédures contre ceux qui à un moment donné ont eu une attitude condamnable dans la communauté de Nice. L'abbé Pierre, particulièrement peiné, a demandé que la situation financière de l'association soit assainie avant d'envisager sa réouverture. Il souhaite proposer aux compagnons de rejoindre en attendant d'autres centres dans d'autres régions. La Bosnie n'en finit pas de s'enfoncer dans la violence. Si l'on en croit les observateurs de l'ONU sur place, les miliciens serbes ont en effet incendié et pillé la ville de Žepa après avoir purement et simplement exécuté le commandant des forces bosniaques de cette enclave. La situation s'est encore compliquée et aggravée avec l'entrée en guerre en Bosnie occidentale de l'armée croate. Le point avec Thierry Tuillier. À leur tour, voici donc les civils serbes sur la route de l'exode. Ils sont plusieurs milliers à fuir l'offensive croate en Bosnie et à s'être regroupés dans un camp de fortune où la Croix-Rouge internationale a commencé à fournir une aide d'urgence. L'offensive éclair de l'armée de Zagreb, qui pour la première fois a franchi massivement ses frontières, a permis aux Croates de couper un axe vital, la route Knin-Banja Luka. Car la ville de Bosansko Graovo, conquise hier, était le point de passage obligé des renforts venus de Bosnie et de Serbie. Knin, le fief des Serbes de Croatie et sa région sont désormais coupés de leurs arrières. Mais les soldats croates n'en sont pas restés là. Dès aujourd'hui, ils ont entrepris de remonter la route vers l'ouest, s'enfonçant davantage en pleine Bosnie serbe. Résultat, les lignes de défense bosno-serbes sont désorganisées. Karadzic, leur chef, a décrété la mobilisation générale et en appelle à Belgrade. Tout ceci alors même que plus au nord, la pression sur Bihac, une des enclaves musulmanes, ne s'est pas relâchée. L'enjeu de l'intervention croate est limpide. Si Bihac tombe aux mains des Serbes, Zagreb devra faire face à un immense territoire serbe, inacceptable pour la Croatie. Alors chaque camp se mobilise, musulmans et croates espérant profiter de l'engagement sur d'autres fronts des bosno-serbes, comme à Žepa par exemple, où les gouvernementaux ne se sont toujours pas rendus, une résistance qui déchaîne la violence des milices serbes. Les officiers de l'ONU nous ont rapporté que la ville de Žepa a été presque complètement incendiée et pillée. Avec le retour de la Croatie dans la guerre, conséquence directe de l'absence de réaction des casques bleus à Bihac, c'est toute la région qui est ce soir en proie au combat. À l'occasion d'un déjeuner privé à l'Elysée, Jacques Chirac et John Major ont bien évidemment longuement parlé de la dégradation de la situation en Bosnie. La France et la Grande-Bretagne ont sur place des milliers de soldats et participent ensemble à la force de réaction rapide. Le président français et le Premier ministre britannique se sont déclarés en complet accord sur ce dossier et ils ont décidé d'intensifier leurs efforts pour tenter de dégager une solution diplomatique.
C'est ce que l'on appelle un phénomène de civilisation ou de société. Les poupées Barbie sont devenues des éléments de collection. La preuve, elles sont vendues aux enchères chez Christie's à Londres. Pour saisir l'ampleur du phénomène, il faut savoir qu'il se vend une poupée Barbie chaque seconde dans le monde. Et si l'on mettait bout à bout toutes celles qui ont déjà été vendues depuis leur création en 1959, on ferait au moins 3 fois le tour de la Terre. Si toutes les poupées Barbie voulaient bien se donner la main, à Londres pour France 2 et pas pour jouer à la poupée, Véronique Tavo. Il ne manquait plus que cela, sa longue carrière de star. Aujourd'hui, elle est entrée dans la légende. Avec ses enchères à Christie's, l'une des plus prestigieuses salles de vente, Barbie obtient sa consécration. En quelques secondes, les prix ont flambé. 5 000 francs pour un lot de 2 poupées. Lorsque j'étais enfant, j'avais plusieurs Barbies. Adulte, j'ai décidé d'en faire la collection. Et lorsque le virus vous prend, vous ne pouvez plus vous arrêter. Alors je continue à les acheter. J'en revends certaines, mais je conserve la plupart d'entre elles. Barbie, une institution, un phénomène de société et un incroyable succès marketing. Elle a aujourd'hui 36 ans et si elle n'est plus de toute première jeunesse, elle reste malgré tout la poupée la plus vendue au monde. Avec Barbie, les années passent, mais Barbie, elle, ne vieillit pas et c'est cela, son vrai succès. Toutes les petites filles ont besoin de modèles pour s'identifier. Barbie a été conçue pour avoir 6 ans de plus que la petite fille à qui elle est destinée. À 13 ans, par exemple, une fillette voit en Barbie une jeune femme de 19 ans, qui la fait rêver avec ses vêtements très glamour. Et parce que les petites filles rêvent toutes du grand amour, du prince charmant et qui sait de mariage, Ken a été créé en 1961. Then it happened. She met Ken. And somehow she knew that she and Ken would be going together. Ken n'est pas aussi excitant que Barbie. Je pense qu'il lui sert seulement de faire valoir. Avec Ken, c'est un couple que l'on voit. Ken et Barbie, une lune de miel qui dure depuis maintenant 35 ans. Et si le look se veut aujourd'hui plus décontracté, Barbie connaît aussi depuis peu les joies de la maternité. Voici les 2 petits derniers de la famille, Tutti et Skipper, un garçon et une fille, comme il se doit. Nous avons parlé en début de journal des millions d'automobilistes français qui ont pris un petit coup de chaud sur les routes aujourd'hui. Et puis il y a celles et ceux qui restent à Paris, bon gré mal gré. L'occasion de découvrir Paris Quartier d'été, le festival de l'été à Paris. Des centaines de spectacles payants ou gratuits dans une trentaine de lieux différents. Reportage Nicolas Vinclair, Daniel Lefebvre. À Paris, tout le monde le sait, au mois d'août, il y a 2 choses pour nettoyer l'atmosphère, la pluie super et Paris Quartier d'été. Des rencontres remuantes, ça par exemple c'est un groupe de musique bretonne, concert gratuit au Luxembourg, il pleut, d'accord, mais renseignements pris, aucun lien de cause à effet. Paris Quartier d'été sera l'occasion d'explorer les quartiers et les monuments de la capitale à travers plus de 140 spectacles. Sous les pavés de Paris, il n'y a pas de plage, ça se saurait, mais cet été, il y aura tout plein de spectacles pour s'en consoler. On vit dans une époque où il y a de plus en plus de solitude. C'est bien que les gens puissent se rencontrer autour d'un kiosque comme ça ou autour d'autres choses, quoi. Quelques parapluies plus loin, on passe du Luxembourg aux Tuileries, de la Bretagne à l'Afrique, autrement dit du coq à l'âne. Les jeunes tréteaux du Niger jouent à leur façon des textes de « Tiens, devinez qui ?» Je reste tranquille. Non mais oui. Non. Si je me tue, on va m'arrêter. Vous pensez que je suis con ou quoi? C'était du Molière, ceux qui ont trouvé gagnent, allez, à être connus. C'est un festival qui, justement parce qu'il est à Paris, propose aux Parisiens et aux touristes de redécouvrir cette ville. Redécouvrir une ville qu'on connaît ou qu'on croit connaître. On passe tous les jours devant certains lieux et le seul fait qu'il y ait un spectacle dans ce lieu le fait découvrir différemment. Derrière, il y a la Tour Eiffel. Devant, il y a l'une des 3 chorégraphes du bal moderne. Au palais de Chaillot, monsieur et madame tout le monde laissent, comme on dit, parler leur corps. Avec Paris Quartier d'été, l'art sera donc partout dans la ville. Comme quoi on peut s'amuser même sous la pluie en s'inventant des rencontres. Loin du soleil, des nanas, du paradis, les pieds dans l'eau, Agadou et moule café. Tout ça, tout ça. Un téléphone pour tout renseignement sur le programme des festivités, le 44 83 64 40. Édouard, vainqueur à Deauville, je parle bien sûr du Tour de France aérien remporté en Normandie par Édouard Robin, étudiant à Nancy. Une épreuve endeuillée cette année par la mort de 2 jeunes pilotes dans le ciel landais. Reportage Yannick Letranchant, Patrick Voix. Le briefing des jeunes pilotes.
Et une pointe d'inquiétude ce matin, la météo ne s'annonce pas très bonne entre Cambrai et Deauville. C'est la dernière étape de ce Tour de France aérien. Rien à voir avec le vélo, ce n'est pas une course de vitesse, mais de précision et de régularité. On calcule donc le temps idéal qui tient compte du vent en altitude. Et on dit à chaque concurrent, garçon ou fille, avec la vitesse que tu avais, eh bien, tu aurais dû mettre 2h50, et tu as mis 2h52, tu es donc pénalisé de 2 minutes. 3500 km en 9 jours, des heures de vol, beaucoup d'heures de vol pour la soixantaine de concurrents seuls à bord. Ils ont entre 17 et 21 ans et veulent devenir pilotes de ligne ou pilotes de chasse. Un Tour 95, endeuillé par la mort de 2 concurrents, c'était mardi dernier lors d'une collision en vol au-dessus de Cap-Breton dans les Landes. Le Tour n'a pas été interrompu, comme un dernier hommage. On a été très affecté par ce qui s'est passé, mais bon, faut savoir s'en sortir, mais globalement, c'est une très très bonne expérience. Et surtout, garder la tête froide et rêver. Rêver quand même en admirant ses aînés à chaque étape du Tour. Piloter, c'est aussi s'amuser, virer et virevolter dans le ciel bleu. Un maillot jaune sur la place rouge, ce n'est pas tous les jours que l'on peut apercevoir cela, et vous l'avez pourtant vu cet après-midi en direct sur France 2. Les grandes figures du Tour 95 se sont en effet retrouvées à Moscou pour un critérium peu banal, avec Jean-Bernard Schmitt, Indurain d'un jour chez les anciens tsars. Miguel Indurain, victorieux et en jaune, une image habituelle sur les Champs-Élysées, mais certainement pas devant la cathédrale Saint-Basile, à 2 pas de la place rouge, à Moscou. L'espace d'un après-midi, le peloton a changé d'horizon. 62 champions, dont 8 Russes, qui ont animé la grande boucle cette année, sont venus participer à un critérium insolite au cœur de la capitale russe. Les Moscovites rêvaient d'accueillir les héros du Tour. Ils ont été servis. Ce rendez-vous hautement symbolique, Miguel Indurain ne l'aurait manqué pour rien au monde. Rapidement, le champion espagnol prend la tête d'un petit groupe d'échappés, parmi lesquels Armstrong, Bobrick et De Klerk. La lutte sera rude sous le soleil de Moscou entre ces hommes de tête qui ne seront jamais rejoints par le reste du peloton. À 3 tours de l'arrivée, le vainqueur des 5 derniers Tours de France fait la différence. Après 2h36 minutes de course, il s'échappe et remporte Impérial, ce critérium quelque peu révolutionnaire. Après la petite reine, la grand voile, actualité chargée pour les amateurs de voile avec le trophée des multicoques, le prologue de la course en solitaire du Figaro et l'abandon de Bruno Perron dans sa tentative de battre le record de la traversée de l'Atlantique. Jean-Michel Fauveau. Bruno Perron jette l'éponge. Le skipper d'Explorer a abandonné ce matin sa tentative de traverser record de l'Atlantique. Ralenti par des conditions météo très mauvaises, l'aîné des frères Perron a préféré faire demi-tour. Parti mardi dernier, 3 heures avant Perron, Olivier de Kersauzon continue lui son chemin vers le sud de l'Angleterre. Il doit franchir la ligne d'arrivée avant mardi prochain pour tenter de battre le record établi par Serge Madec. Perron revient en ce moment vers New York. Il compte rester à quai quelques jours avant de s'élancer pour une nouvelle tentative. Top départ, les navigateurs solitaires de la 26e course du Figaro larguent les amarres demain d'Arcachon, direction Kinsale en Irlande, le terme de la première des 4 étapes. Philippe Poupon, premier du prologue hier, a été déclassé pour avoir volé le départ et c'est Laurent Cordel qui a été déclaré vainqueur. 52 concurrents vont lutter pour prendre la succession de Jean Le Cam, mais le vainqueur de l'édition 94 est prêt à tout pour conserver son titre. Réponse à l'arrivée à Brest aux alentours du 20 août. Du très grand spectacle demain au large d'Étretat. La recette du trophée des multicoques est simple, 5 bateaux géants régatent autour de 3 bouées. 5 bateaux skippés par quelques-uns des plus grands champions français, Florence Artaud, Loïc Perron ou encore Marc Pajot. Le Grand Prix de Fécamp, c'est l'autre nom de la course, sera télévisé en direct à partir de 16h sur France 3. Les marins commenteront pour la première fois eux-mêmes leurs manœuvres grâce à des micros et des caméras embarquées. Si le temps le permet, ce sera une épreuve de voile comme vous n'en avez encore jamais vu. Après la voile, les chevaux vapeur, je ne m'en lasserai jamais. En Formule 1, au Grand Prix d'Allemagne, demain, c'est le Britannique Damon Hill qui occupera la meilleure place sur la grille de départ du circuit d'Hockenheim, aux grandes dames du régional de l'étape, l'Allemand Schumacher, dont on dit qu'il pourrait émigrer chez Ferrari la saison prochaine. Le point avec nos envoyés spéciaux, Laurent-Frédéric Bollet et Frédéric Pasquet. Cet homme vaut 150 millions de francs. C'est du moins la somme qu'avance Ferrari pour s'attacher les services de Michael Schumacher l'année prochaine.
Un transfert qui serait évidemment sensationnel, mais qui n'est pour l'instant qu'une rumeur. Il n'empêche qu'on en parle et que les contacts existent. La bataille pour la Ferrari a déjà commencé. Une situation forcément inconfortable pour les deux pilotes actuels de la Scuderia, Berger et Alesi. D'abord, personne n'a jamais dit qu'Alesi allait être remplacé. Nos deux pilotes sont très bons et ils sont encore sous contrat avec nous. Je vous assure qu'aucune décision n'a été encore prise. Je suis le premier à dire à Alesi de ne pas lire les journaux. Le problème, c'est que Jean n'est vraiment pas maître de la situation. Un seul homme possède toutes les clés des transferts, c'est Schumacher. Tous sont prêts à l'accueillir, reste à fixer le prix. Schumacher qui en tout cas exclut une cohabitation avec Jean au sein d'une même équipe. C'est vrai, je ne pourrais pas faire équipe avec lui. Je l'ai toujours dit, deux premiers pilotes dans une écurie, c'est un de trop. Et ça n'est pas bon pour un championnat. Voilà qui est donc clair, Schumacher veut être champion du monde ou rien et seul maître à bord. En attendant, les deux pilotes Ferrari gardent le moral. Ils ne valent peut-être pas 30 millions de dollars chacun, mais ça n'est pas une raison pour devenir triste. Football, 8 jours après sa mise en examen consécutive à sa folle équipée dans la capitale, mise en examen pour outrage, rébellion, exhibition sexuelle, dégradation, violence et voies de fait, Patrick Loco, le nouvel attaquant du PSG, a retrouvé cet après-midi ses coéquipiers pour un footing dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye. L'ancien Nantais, meilleur buteur du championnat l'an dernier, apparemment détendu, a déclaré aux journalistes « Je ne me souviens plus de rien, mais je regrette énormément ». Comme dirait Philippe Aouar, il faut maintenant que Loco se motive. Banco à Atlantic City pour Monica Seles qui effectue ce soir son grand retour sur un court de tennis un peu plus de 2 ans après avoir reçu un coup de couteau dans le dos. Les commentaires de Yann Lavoie. Oui, moment de grande émotion, 2 ans, 3 mois après son agression. Voici donc ce soir le retour d'une géante du tennis. Elle est sans doute très émue sur ce court de la Convention Arena où se sont massés 9000 spectateurs et 500 journalistes. Après 820 jours de doute, c'est le jour J pour cette joueuse âgée de 21 ans. Maintenant, après son agression donc, qui remonte à 2 ans et 3 mois. Je vous rappelle qu'elle avait été la numéro 1 mondiale incontestée, 32 titres gagnés à son actif, jusqu'à ce qu'un déséquilibré vienne la poignarder lors du tournoi de Hambourg. Et s'il lui a fallu plus de 2 ans pour revenir, ce n'est pas tant à cause de cette blessure à l'omoplate que pour le trouble psychologique qu'elle a enduré depuis ce jour. Elle a fait plusieurs dépressions et elle a passé plus de temps dans les cabinets des psychologues que sur les cours. C'est pourquoi tout le monde du sport se réjouit de la voir ce soir opposée pour ce match exhibition à Navratilova. Ensuite, Monica sera sans doute inscrite à un tournoi sur le sol américain afin de préparer au mieux son grand retour pour et à l'US Open. On dit qu'elle pourrait même se voir accorder d'office le rang de numéro 1 mondial ex aequo avec Graf. Mais on n'en est pas encore là. Laissons Céleste donc reprendre goût au tennis. Dégustons ce petit événement et souhaitons-lui bonne chance alors que le match va débuter. Voilà des images en direct d'Atlantic City. Rappelons que c'est pour protéger, entre guillemets, Steffi Graf que l'agresseur de Monica Seles l'avait poignardé. Aujourd'hui, la championne allemande a d'autres soucis. Soupçonnée de fraude fiscale, elle envisage en effet d'abandonner la compétition. À titre d'information, je vous rappelle que la fortune de Steffi Graf est évaluée à plus de 100 millions de marks, autrement dit 350 millions de francs. Dans notre grande série, il est parfois bon de se laisser aller. Les participants à l'atelier d'art lyrique de l'Opéra de Lyon ont décidé d'oublier Mozart ou encore Verdi le temps du festival d'Aix-en-Provence, et cela pour chanter Prévert et Cosma sous la direction du patron du festival, Louis Herlot, au cœur des répétitions, Georges Bégou et Daniel Lefebvre. Le regard, Charles, tu as l'air de dire, vous parlez de moi, mais moi j'ai mon idée et je n'en sortirai pas. À la pêche, à la baleine, à la pêche, à la baleine. Sur un prétexte aussi surréaliste et humoristique que celui d'un poème de Prévert, Louis Herlot a imaginé une rencontre dans le désert entre des inconnus dont la chanson devient le moyen de communication et de divertissement. Et pourquoi donc j'irai pêcher une bête qui m'a rien fait, papa? Va la pêcher toi-même puisque ça te plaît. J'aime mieux rester à la maison avec ma pauvre mère et le cousin Gaston. Ces jeunes gens qui sont formés pour le lyrique, comment ont-ils pris la chansonnette? Lorsqu'on leur a dit surtout votre voix, nous nous en fichons, gardez votre teint, votre couleur, mais
penser à l'interprétation, penser à intérioriser toutes ces chansons, avoir de l'imagination, de l'esprit avant de prononcer les mots. Au début, ça les a un peu inquiétés. Puis très vite, ils ont tout à fait accepté, même ils se sont trouvés, je trouvais, passionnés par cette expérience. Et voilà le père sur la mer, voilà le fils à la maison, voilà la baleine en colère. Et voilà le cousin Gaston qui renverse la soupière au bouillon. Si possible, que l'on sente derrière l'humour qui va jaillir de cette situation. La baleine est sortie, asseyez-vous, attendez-la, dans une quinzaine d'années, sans doute, elle reviendra. Je vous rappelle que France 2 diffusera demain soir vers 22h30 en direct de ce festival d'Aix, l'opéra de Rossini, le Comte Horry, mis en scène par Marcel Maréchal. Dans quelques instants, la météo d'Isabelle Martinet. Pour celles et ceux qui s'inquiètent de l'absence de Nathalie Riouet, c'est tout simple, elle participe au concours de Miss Leader organisé au Brésil. Je plaisante bien sûr pour Nathalie, elle est hors concours, mais l'information est tout à fait sérieuse. Lassé des concours de beauté féminine, un promoteur brésilien a eu l'idée un peu curieuse d'organiser ce concours de Leader. Premier prix, une bicyclette d'occasion. Dernier journal, Philippe le fait, 23h40. Bonne fête aux Martes. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 13h et 20h. Excellente soirée, merci.